Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast européen. Assassins ou trafiquants, victimes ou coupables, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. Ce jour-là, vers 16h, l'année de la fameuse vague de chaleur, le conditionnement d'air est en panne à l'hôtel Concordia de Paris. Les 12 chambres du 6e étage sont presque toutes vides. Une femme de ménage poussant son chariot se rend à la chambre de Myrna Loïc, chanteuse, 24 ans. Elle voit Herbert Clive, qui revient du bout du couloir où il est allé chercher de la glace dans le distributeur. Herbert Clive, musicien, 36 ans, est discrètement l'amant de la chanteuse. La femme de ménage devant la porte de Myrna Loïc reste pendant 3 ou 4 secondes complètement statufiée. Elle voit assise la jeune femme écroulée sur sa coiffeuse. Dans la glace, la femme de ménage voit au milieu d'une cascade de cheveux blonds une énorme blessure, un magma d'os et de chair d'où coule un flot de sang. La femme de ménage ne crie pas, ne dit pas un mot. Elle ressort comme si de rien n'était, abandonne son chariot dans le couloir pour se rendre à l'ascenseur, croise Herbert Clive, qui, avec un seau plein de glaçons, entre dans sa chambre, puis la femme de ménage ressort aussitôt de l'ascenseur qui ne fonctionne pas et court vers l'escalier. Une chanteuse de 24 ans, Myrna Loïc, vient d'être assassinée dans sa chambre au 6e étage de l'hôtel Concordia. La seule personne que la femme de ménage ait remarquée dans les parages est son amant, l'anglais Herbert Clive, un musicien de 36 ans qui allait chercher des glaçons dans un distributeur au fond du couloir. 16h40. Le commissaire divisionnaire Léon Rapin, la cravate desserrée, le col de chemise entrouvert sur une poitrine de jeune homme, interroge Herbert Clive. Autant Léon Rapin, le commissaire divisionnaire, fait incroyablement jeune pour son âge, avec ses yeux bleus, ses cheveux blonds, ses gestes vifs, un peu nerveux, autant Herbert Clive a l'air d'un bon orang-outan, avec ses cheveux drus plantés jusqu'au ras des sourcils et ses énormes joues qui s'élargissent au bas du visage comme 2 assiettes. Bon. Donc, vous n'étiez pas seul dans votre chambre. Non, répond l'orang-outan avec un très fort accent anglais et des larmes dans la voix. Non, je n'étais pas seul. Je vous dis que j'étais avec mon ami John Granby. On avait déjà bu un verre, on voulait en boire un autre, c'est pour ça que je suis allé chercher des glaçons. Le commissaire divisionnaire reste pensif. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. La femme de ménage n'a remarqué personne d'autre à l'étage que la victime et Herbert Clive. Ensuite, l'ascenseur étant en panne, elle a utilisé l'escalier dans lequel elle n'a vu personne. Mais il y a encore 2 verres avec des traces de lèvres et des mégots de cigarettes de 2 marques différentes dans la chambre d'Herbert Clive. Les chambres de l'hôtel ont toutes été visitées sans qu'on y découvre le dénommé John Granby. Mais cela aussi ne prouve pas son absence. Il pouvait être là à l'insu de la femme de ménage. Il a pu s'enfuir avant elle par l'escalier jusqu'à un étage inférieur, quitte à se dissimuler quelques instants avant de disparaître en profitant de l'affolement qui a suivi la découverte de l'assassinat. Le porte-manteau de porcelaine arraché au mur de la salle de bain et qui a servi d'arme du crime est découvert sur le tapis dans la chambre de Myrna Loïc. Il ne porte aucune trace. Par contre, la porte de communication entre la chambre d'Herbert Clive et de Myrna Loïc n'est pas fermée à clé. La poignée est couverte d'empreintes digitales qu'il faudra, si possible, identifier. Le plus bizarre, c'est la déclaration que fait Herbert Clive, l'orang-outan. « Non, je n'ai pas tué Myrna et je n'avais aucune raison de le faire », répond-il effondré au commissaire divisionnaire Léon Rapin qui lui pose brutalement la question. Mais il ajoute aussitôt « Ne me bousculez pas trop, parce que je suis mal fichu et je l'ai été tout l'après-midi. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou si c'est l'alcool, peut-être les deux. À tel point qu'à un moment, je me suis retrouvé dans la salle de bain. Mon ami John Granby était en train de se mouiller le visage. Il me demandait si ça allait mieux. J'avais eu, paraît-il, un étourdissement. Lorsque je suis revenu vers ma chambre, voilà que John Granby n'était plus là.
Je ne savais plus très bien ce que je faisais avec mon seau à glace dans la main. Alors je me suis assis et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu que John Granby voulait boire un deuxième verre. Mais alors, pourquoi n'était-il plus là? La suite, ça a été la cavalcade dans le couloir, l'arrivée du concierge, la police et puis tout le reste. Les yeux bleus de Léon Rapin se plissent légèrement et deviennent perçants. Par contre, il prend un ton bonhomme. Écoutez, monsieur Clive, l'assassinat peut avoir été commis par n'importe qui, mais surtout par deux personnes, vous ou votre ami Granby. Or, votre ami Granby, personne ne l'a vu. Vous seul affirmez qu'il était là. Comprenez bien qu'il est important que vous nous aidiez à le retrouver. Qui est-ce? Comment le connaissez-vous? Pourquoi était-il dans votre chambre? Écoutez, John est un vieil ami. Nous sommes tous deux de Glasgow et nous nous rencontrons assez souvent parce que il est artiste de music hall et moi musicien et nous avons le même impresario. Est-ce qu'il connaissait Myrna Loïc? Mais bien sûr. Myrna et moi, nous ne nous quittons plus depuis 6 mois, alors évidemment il la connaît. Mais enfin, avant, est-ce qu'il la connaissait? Laurent Houtan semble hésiter quelques instants. Ben oui, il la connaissait. Il la connaissait même très bien. C'est pour ça que nous avons été un peu en froid pendant quelque temps. Bon, donc votre ami John Granby aurait pu tuer par jalousie. Oh, allons donc, c'est idiot. Non, c'est pas du tout son caractère. D'accord, mais reconnaissez qu'à première vue, c'est possible. Vu de loin, oui. Mais il est tout aussi possible que ça soit vous qui ayez tué votre maîtresse par jalousie. Bah oui, évidemment. Myrna, ne me trompez pas, nous nous entendions très bien, mais du point de vue de la police, oui, c'est possible. Avant que vous alliez chercher les glaçons au bout du couloir, qu'est-ce que faisait votre ami Granby? Attendez. Il cherchait un crayon. Oui, on avait décidé de jouer au tiercé. Et c'est tout. Il ne vous a rien dit. Et lorsque vous êtes revenu, il n'était plus là. Ben oui. J'avoue que c'est incompréhensible. Ah, en effet, monsieur Clive. Bon. Où pouvons-nous joindre John Granby? Il logeait, attendez, à l'hôtel Bellman, c'est rue François 1er. Mais dépêchez-vous parce que il prend l'avion pour Londres à 20h. Rassurez-vous, nous allons nous dépêcher, monsieur Clive. Mais je vous demande de rester pour le moment à notre disposition. Malheureusement, le dénommé John Granby a quitté sa chambre et remis sa clé au concierge de l'hôtel Bellman à midi. Il avait laissé sa valise au portier qui la lui a rendue vers 6h30 alors qu'un taxi l'attendait. Lorsque la police d'Orly est prévenue, il est trop tard, l'avion de Londres vient de décoller. La police d'Orly prévient donc la police de l'aéroport de Heathrow à Londres. À Heathrow, le dénommé John Granby paraît éberlué lorsqu'à la descente d'avion, 2 policiers se précipitent vers lui pour l'interroger. John Granby, malgré des rides profondes, est une sorte de playboy bronzé, élégant, le geste théâtral, la pochette agressive. Oui, reconnaît-il, j'ai vu mon ami Herbert Clive à l'hôtel Concordia, dans sa chambre. Ah oui. Vous avez vu aussi Myrna Loïc? Bah oui, puisqu'elle était dans la chambre à côté. Vous avez été l'amant de Myrna Loïc? Oui. Enfin, c'est une vieille histoire. Vous n'avez pas tué Myrna Loïc. Mais, enfin, qu'est-ce que vous me chantez là? Vous n'avez pas tué Myrna Loïc? Mais non, enfin pourquoi? Elle a été assassinée. À quelle heure avez-vous quitté l'hôtel Concordia? Mais je ne sais pas. Vers 5h30. Dites-moi, vous en avez mis du temps pour aller de l'hôtel Concordia à l'hôtel Bellman? Mais non, j'y suis allé à pied. J'ai fait quelques courses. Bien. Nous vous demandons, monsieur, de rester à notre disposition. À Paris, le lendemain, Herbert Clive est convoqué pour un nouvel interrogatoire. Il apparaît flanqué d'un petit homme rondouillard et binoclard, avocat spécialisé dans la défense des gens du music hall, venu tout exprès de Londres pour veiller sur lui. L'avocat attaque d'emblée. Avez-vous trouvé sur l'objet qui a servi à tuer des empreintes de mon client? Non, aucune empreinte.
La patère a dû être soigneusement essuyée après usage. Avez-vous trouvé d'autres empreintes que les siennes sur la poignée de la porte? Oui, notamment celle de John Granby. Et sur les verres? Sur les verres, il y a les empreintes des 2 hommes. Et les cigarettes? Eh bien, ce sont 2 marques différentes, celle que fume votre client et celle que fume John Granby. John Granby a-t-il reconnu avoir passé une partie de l'après-midi dans la chambre de mon client? Oui. Dans ces conditions, il est tout aussi suspect que mon client. Que comptez-vous faire? Le commissaire divisionnaire Léon Rapin, quoi qu'il lui en coûte, est bien obligé de convenir qu'Herbert Clive ne peut être considéré que comme témoin. Il peut l'interroger à tout moment, mais doit le laisser en liberté. Mais 2 heures plus tard, dans un café près de l'hôtel Concordia, va se dérouler une scène étrange. Un client vient de glisser une pièce dans un jukebox pour entendre la chanson Don't Go Breaking My Heart. Une sorte d'orang-outan s'écarte du comptoir et commence à danser avec une femme imaginaire au milieu des consommateurs stupéfaits. Après 2 minutes de silence, une voix s'élève au milieu des rires de la clientèle. « Bah dites, ne la serrez pas si fort, vous allez l'étouffer !» L'orang-outan écarte les bras. « Elle est chouette, hein? Vous devriez l'embrasser !» L'orang-outan embrasse la femme imaginaire. Puis, la musique s'arrête quelques instants. Un autre disque démarre, et l'orang-outan, regardant autour de lui d'un air quelque peu étonné, regagne le comptoir. Le barman, d'après les quelques mots qu'il échange avec lui, comprend qu'il ne se souvient plus de rien. Coup d'œil complice du barman à l'un des clients, qui remet une pièce dans la machine. Aussitôt, l'orang-outan recommence à danser sur Don't Go Breaking My Heart. Non seulement il danse, mais il accomplit tous les gestes qu'on lui demande d'accomplir. Un client lui ordonne « Commandez un café !» Il commande un café. « Donnez-moi 100 francs !» Il donne 100 francs. « Prenez le plateau du garçon !» Il prend le plateau du garçon. « Et maintenant dansez !» Et il danse avec le plateau du garçon. Et dès que la musique s'arrête, l'orang-outan paraît ne plus se souvenir de rien. Le soir même, le barman du café raconte l'anecdote au portier de l'hôtel Concordia. « Dis, il est bien chez toi, cet Anglais qui a l'air d'un orang-outan. »« Ben oui, il est même mêlé au crime de la chanteuse Myrna Loïc. »« Eh bien, c'est un type bizarre. Écoute, chaque fois qu'on joue Don't Go Breaking My Heart, il entre dans un état second. Il danse, il fait tout ce qu'on lui demande. Et dès que la chanson s'arrête, même si on en met une autre, il redevient normal et ne se souvient plus de rien. Inutile de vous dire, chers amis, que du portier au concierge, du concierge à la police et de la police à l'avocat, l'étrange nouvelle a vite fait de se répandre. Le lendemain, Interpol, qui vient d'enquêter sur le passé ancien et récent de John Granby et Herbert Clive, adresse un premier rapport transmis au commissaire divisionnaire Léon Rapin. Imaginez la surprise de celui-ci lorsqu'il découvre que John Granby, artiste de music hall, est hypnotiseur. Là-dessus, le rondouillard et binoclard avocat d'Herbert Clive lui téléphone. « Vous connaissez la nouvelle ? » ?»« Mais oui, je sais, l'ami de votre client est hypnotiseur. Mais ce n'est pas tout. Je me suis renseigné. Dans son numéro, il hypnotise des gens choisis dans le public ou des musiciens de l'orchestre. Et à Paris, à Bobino, il a ainsi plusieurs fois hypnotisé mon client. » Le spécialiste qui interroge le commissaire divisionnaire déclare: « Oui, bien sûr, on pourrait imaginer qu'un hypnotiseur parvienne chez un sujet particulièrement apte et préparé à commander un état de suggestion hypnotique chaque fois qu'il entendrait une certaine musique. Mais ça paraît bien difficile. Et pour tout dire, c'est tiré par les cheveux. Hein. » Pour Léon Rapin, commissaire divisionnaire, policier moderne, habitué aux affaires délicates, ce cas paraît plus que bizarre. Néanmoins, c'est une piste qu'il n'a pas le droit de négliger, d'autant qu'il découvre, en fouillant la chambre d'Herbert Clive à l'hôtel Concordia, une radiocassette. Une cassette est engagée. Il appuie sur le bouton et entend les premières mesures d'une chanson inconnue. Il revient alors de quelques secondes en arrière, appuie de nouveau, pour entendre cette fois les dernières mesures de Don't Go Breaking My Heart. Herbert Clive,
a-t-il, oui ou non, tué sous l'empire d'une suggestion hypnotique? Les dossiers d'Interpol, un podcast européen. Herbert Clive a-t-il, oui ou non, tué sous l'empire d'une suggestion hypnotique? Non, hurle John Granby, interrogé par la police londonienne. Si c'est lui qui a tué Myrna Loïc, ce n'est pas sur mon ordre, et cette histoire de chanson ne tient pas debout. Non seulement je ne suis pas capable de réussir ce tour de force, mais je crois qu'il est réellement irréalisable. Donc il joue la comédie, et s'il joue la comédie, c'est qu'il l'a tué. C'est vrai, déclare un spécialiste qui vient d'examiner Herbert Clive. Je suis convaincu que l'ordre de tuer n'aurait pas franchi la barrière des interdits moraux chez cet homme. Je veux bien admettre que cet individu est un excellent sujet pour un hypnotiseur. Je veux bien admettre la suggestion hypnotique. Je veux bien admettre qu'on puisse lui commander certains gestes, mais pas un acte qui irait aussi sévèrement à l'encontre de tous les principes qui lui ont été inculqués par son éducation. « Pardon, explique l'avocat de l'orang-outan. Mon client n'a pas tué Myrna Loïc, mais il a néanmoins été manipulé par l'assassin, et voici comment. Une première fois, l'assassin a fait entendre « Don't go breaking my heart » à mon client pour ensuite lui commander de se rendre dans sa salle de bain. Pendant ce temps, il est entré dans la salle de bain de Myrna Loïc, a tué celle-ci avec le porte-manteau de porcelaine qu'il a ensuite essuyé, et il a rejoint mon client dans sa salle de bain au moment où il reprenait ses esprits. La deuxième fois où il a fait entendre la cassette, c'est pour lui ordonner d'aller chercher des glaçons au bout du couloir afin qu'il soit vu par la femme de ménage, tandis que lui disparaissait par la porte de l'autre chambre. Le commissaire divisionnaire se tourne vers le spécialiste. « Ça vous paraît tenir la route ?» Le spécialiste fait la moue. Techniquement, je ne peux pas réfuter cette thèse, mais sur le plan policier, elle me paraît assez peu plausible. Je ne suis pas policier, c'est à vous d'en juger. Pour le commissaire divisionnaire, l'hypothèse est en effet tirée par les cheveux. Mais il y a eu déjà plusieurs procès où des accusés ont réussi à bénéficier de l'indulgence du tribunal en arguant de suggestion hypnotique. Si Herbert Clive s'en tient à la version échafaudée par son avocat, et si la police française ou les avocats de l'hypnotiseur John Granby ne parviennent pas à prouver qu'il ment, les jurés à son procès risquent de se déclarer incompétents, ce qui pourrait conduire à un non-lieu. Donc, il faut prouver qu'il ment, et, ainsi que l'affirme son ex-ami John Granby, qu'il simule l'état hypnotique dans lequel le plongerait la chanson « Don't go breaking my heart », car cette hypothèse-là, par contre, est tout à fait plausible. C'est d'ailleurs celle que développent les avocats de John Granby. Herbert Clive, ayant appris que Myrna Loïc le trompait ou s'apprêtait à le tromper, l'aurait tué dans un accès de colère en utilisant ce qui lui tombait sous la main, c'est-à-dire le porte-manteau de porcelaine. Ce n'est qu'après qu'il aurait imaginé ce système de défense à la fois grossier et finalement efficace par son absurdité même. Il se serait souvenu de procès où la suggestion hypnotique avait été admise par le tribunal et que son ami, qui venait de sortir de sa chambre, était hypnotiseur. C'est alors que l'affaire va se conclure d'une façon presque comique. Patiemment, le commissaire divisionnaire réunit un certain nombre d'informations ayant été publiées par la presse britannique en même temps que les comptes rendus consacrés au procès où l'hypnotisme a joué un rôle. Patiemment, sans avoir l'air de rien, au long des jours, il interroge le suspect. Or, Herbert Clive n'a jamais entendu parler de l'affaire Nielsen-Hardrup, où un hypnotiseur aurait suggéré un hold-up à son médium. Non, il ne connaît pas l'affaire Podola, ni l'affaire Herman, ni le procès du docteur Fuchs. Et pourtant, il connaît plusieurs faits divers de tous ordres qui ont été publiés dans les mêmes journaux et à la même époque. Donc il ment. Le commissaire divisionnaire en est de plus en plus convaincu. Mais comment le confondre? C'est tout bête, comme vous allez le voir. En procédant à un essai de reconstitution dans la chambre de l'hôtel Concordia, jusqu'alors placé sous scellé, le commissaire divisionnaire grelotte. « C'est l'air conditionné », explique un des assistants. Le commissaire divisionnaire se souvient que,
Lors du premier interrogatoire d'Herbert Clive, au même endroit, il y a un mois, il étouffait de chaleur. Mais l'air conditionné ne marchait pas ce jour-là ? Non, monsieur le divisionnaire. Rappelez-vous, il y a eu une panne d'électricité tout l'après-midi. Le commissaire divisionnaire Léon Rapin se jette sur la radiocassette. Elle est restée reliée par un fil au secteur. Fébrilement, il ouvre le boîtier. Il n'y a pas de pile. Ni Herbert Clive, ni son avocat décontenancé ne pourront trouver une explication plausible à ce détail par lequel leur belle hypothèse s'effondre. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.